Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié au marché de taux. L'idée, comme à mon habitude, c'est de reprendre un peu les conclusions de la fois dernière, puisque c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément trop trompé, comme à notre habitude. J'ai envie de dire, puisque nous anticipions effectivement à nouveau une poursuite d'un assouplissement de la politique monétaire, notamment avec la Fed, qui devait agir dès le mois dernier, et ça a été le cas, et tandis que elle, la BCE, elle devait continuer et peut-être intervenir dans un second temps. Parallèlement, on a vu qu'il y avait des déséquilibres budgétaires et une incertitude politique assez forte en France qui continuait à générer de la volatilité sur les marchés obligataires, et notamment avec une pression persistante aujourd'hui sur les taux longs. Et dans ce contexte, nos recommandations, c'était quand même une sous-pondération sur les actifs français à l'intérieur des portefeuilles. Cela dit, on surveille quand même l'évolution des écarts de crédit, puisque c'est des indicateurs qui nous permettent quand même d'identifier le moment opportun pour se repositionner peut-être sur la dette souveraine française. Mais pour le moment, à court terme, c'est pas du tout le sujet. On est d'accord, Philippe, oui, là-dessus? Absolument. Très bien. Alors, comme à notre habitude, on va regarder rapidement ce qui se passe globalement dans l'économie. On vous a mis ici un tableau qui reprend les dernières prévisions à la fois du FMI et de l'OCDE. Celle de l'OCDE, c'est celle que nous avions présentée le mois dernier. Et on a trouvé intéressant de mettre ces deux prévisions en regard, parce que cela montre que les prévisions plus récentes du FMI sont plus optimistes que celles de l'OCDE, avec une croissance pour 2026 globalement qui est à 3,1 contre 2,9 pour l'OCDE. Sur les États-Unis en particulier, la prévision du FMI est plus optimiste que celle de l'OCDE, beaucoup plus optimiste, puisqu'on est à 2% pour 2025 et 2,1 pour 2026 contre 1,5 pour l'OCDE. On pencherait plutôt pour la prévision du FMI qui est plus conforme aux derniers chiffres qui ont été publiés de croissance pour les États-Unis. De même, en zone euro, alors là, les prévisions sont plus homogènes, mais le FMI est légèrement plus optimiste que l'OCDE pour 2026, avec 1,1. Et on voit que pour le reste des pays de l'OCDE, les prévisions sont assez similaires. On a fait figurer quand même dans ce tableau la croissance telle qu'elle a été publiée sur la zone euro au troisième trimestre 2025 pour montrer qu'en fait, les derniers chiffres de croissance qui ont été publiés sont encore plus optimistes que ce qui a été prévu par le FMI, avec une croissance de 0,2% globalement pour la zone euro, alors qu'elle était attendue à 0,1%, et la bonne surprise qu'a été la croissance au troisième trimestre de la France avec 0,5%. Les PMI, qui sont donc des indices avancés de la croissance, confirment cette tendance. Voilà, ça confirme cette tendance. Je rappelle que lorsqu'on est au-dessus des 50, on est en zone de croissance et en récession. Et on voit que pour la zone euro, ces PMI s'améliorent. Les dernières publications du mois de novembre donnent 52,5 pour la zone euro. Et 54,6 pour les États-Unis, donc des indicateurs avancés qui montrent une croissance qui, aussi bien pour la zone euro que pour les États-Unis, résiste tout de même mieux que ce qui était prévu. Du côté du chômage et de l'emploi, là aussi en zone euro, on voit que le chômage ne progresse pas. On est à 6,3 sur les derniers chiffres publiés. Il y a une légère progression aux États-Unis, mais cette progression laisse quand même un chômage à un niveau très bas, puisqu'on est à 4,3. Et les dernières créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis qui ont été publiées hier montrent qu'il y a eu plus de création d'emplois que ce qui était attendu.
Donc un marché du travail qui là aussi résiste plutôt mieux que prévu. Et pour le coup, sur l'inflation, on a donc une inflation qui a cessé de fléchir, comme on le disait, là aussi le mois précédent. En zone euro, on est à 2,1%, donc on reste proche de la cible de la BCE qui est de 2%. Mais aux États-Unis, on est à 3%. Alors, quelle est la part des tarifs douaniers dans les raisons de cette hausse de l'inflation ? C'est encore difficile à dire, d'autant que probablement que l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation aux États-Unis n'est pas encore complètement visible dans les chiffres et on pourra mieux en juger dans les mois qui suivent. On voit que cette inflation, elle n'est pas liée, comme ça pouvait être le cas par exemple en 2022, à des hausses de prix des matières premières ou de l'énergie. Hein. Le pétrole continue plutôt à baisser. Mais surtout qu'il n'y a pas une surproduction de l'OPEP au niveau des sorties de barils. Donc, Voilà. Et avec un dollar qui s'est stabilisé, donc on n'a pas de raison. Certes, il remonte un petit peu vis-à-vis de l'euro, mais ça n'est pas un facteur d'inflation important. Les éléments qui rendent la situation plus difficilement lisible, et en particulier aux États-Unis, c'est le shutdown, c'est-à-dire le fait que les États-Unis, comme la France, n'ont pas de budget et ont des problèmes pour boucler ce budget. Et s'entendre. Entre démocrates et républicains. Et donc, on a le shutdown, c'est-à-dire la fermeture des administrations la plus longue que l'on ait eue historiquement. Cela veut dire que, par exemple, il y a plus de 40 millions d'Américains qui voient leur aide alimentaire menacée. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de fonctionnaires qui ne vont pas être payés. On voit déjà des troubles dans le trafic aérien parce qu'il n'y a pas de contrôleur aérien. Et on ne voit pas d'issue pour l'instant à ce shutdown parce que les discussions, les négociations entre républicains et démocrates n'avancent pas. Du côté des droits de douane, on voit tous les jours que là aussi la situation n'est pas stabilisée. Les droits de douane sont toujours brandis comme une arme de négociation par Donald Trump vis-à-vis d'un secteur ou vis-à-vis d'un pays. On a vu les récentes discussions avec la Chine, avec un coup je les baisse, un coup je les remonte. Donc là aussi, on a une situation qui est plutôt troublée, en tous les cas peu claire. Et enfin, on a la bataille juridique devant la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane pour savoir si Donald Trump avait véritablement le pouvoir d'imposer ses tarifs douaniers sans passer par le Congrès. Et il semblerait que les juges, y compris les juges conservateurs, y compris nommés par Donald Trump, sont assez sceptiques sur le fait que cela relève bien du pouvoir du président. Et il y a quand même 4 000 milliards de dollars de recettes en jeu avec une décision qui est attendue en décembre. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas une très grande visibilité sur la situation budgétaire aux États-Unis. Du coup, la Fed qui a baissé, donc comme on le disait, c'est au mercredi dernier. Voilà, mercredi dernier de 0,25%. Est dans une situation un peu délicate, puisque du fait du shutdown, elle n'a pas les données dont elle dispose habituellement, et y compris sur les droits de douane, on a une incertitude assez importante. D'où la situation de brouillard décrite par Powell, le président de la Fed, qui ne les incite pas à prendre des mesures immédiates sur les taux. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé sur les marchés par rapport au mois dernier, on voit que donc, la courbe rouge qui correspond en France à la courbe des emprunts d'État français
au 4 novembre. Elle se situe, elle est toujours aussi pentue que le mois dernier, mais elle est un peu au-dessous. Ça veut dire qu'on a eu une petite baisse des taux. On a la même chose sur l'Allemagne. Alors en France, c'est en particulier lié au fait que pour l'instant, on a un gouvernement. On ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, mais ça a un peu calmé les marchés. Et aux États-Unis, on a aussi des taux qui ont légèrement fléchi. La courbe des taux française un peu plus basse se reflète aussi dans l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, qui reste à des niveaux élevés, aux alentours des 0,80%, 80 points de base, mais un peu en retrait par rapport aux 0,85% qui avaient été atteints. Pour le coup, tout ce que l'on a décrit sur les incertitudes liées à la politique budgétaire aux États-Unis, en France, en Europe d'une manière générale, fait que les investisseurs préfèrent investir sur les emprunts des entreprises plutôt que sur les emprunts d'État. C'est vrai que ça se traduit bien, voilà. Effectivement. C'est ce que l'on avait vu là aussi le mois dernier, mais ça continue, même si on a un écart sur Safran, par exemple, qui s'est un peu accru par rapport à l'OAT. Globalement, l'écart est très faible. Donc, c'est vrai sur du 5 ans comme Safran qui est à moins, ou sur une E.ON qui est une signature allemande à 10 ans, à moins également, où on voit que E.ON se traite aujourd'hui au-dessous des niveaux de l'OAT. Donc, il y a deux éléments qui jouent ici. D'une part, la défiance vis-à-vis de la France, et d'autre part, la confiance dans les finances des entreprises qui ont publié des résultats qui, grosso modo, sont en ligne avec les attentes, voire légèrement supérieures. Et donc, la bonne santé financière des entreprises relativement aux États. Cela se reflète également donc sur les indices, puisque vous avez ici la performance de l'indice des emprunts souverains en gris et celle des emprunts des entreprises en bleu. Et vous voyez que l'indice des emprunts d'entreprise a fait mieux sur les 3 mois que l'indice des États, même s'il y a eu un petit rebond. Pour autant, ça ne reflète pas un manque d'offres sur les emprunts d'entreprise, parce que on constate que de janvier à octobre de cette année, le montant qui a été émis par les entreprises est en hausse d'à peu près 10% par rapport au montant émis sur la même période l'année dernière. On était à 394 milliards l'année dernière et on est à 433 milliards cette année. Ces émissions, c'est bien toutes obligues confondues, à savoir investment grade et high yield. Voilà, ce sont toutes les émissions corporate en euros qui ont été faites durant la période. Et vous voyez que mois après mois, le montant d'émissions a été supérieur à ce qu'on avait l'année dernière. Donc le fait qu'il y ait un rétrécissement des spreads de crédit, des écarts de crédit, montre que il y a une véritable demande pour ces emprunts, malgré l'augmentation de l'offre. Et l'augmentation de l'offre reflète aussi ce que l'on voit sur la croissance, c'est-à-dire le fait que les entreprises ont besoin investissent, et donc empruntent pour cela. On a même vu récemment Alphabet qui a émis en euros pour des montants substantiels. Pourtant, Alphabet ne manque pas de cash, mais a des besoins d'investissement importants, et donc vient, y compris sur les marchés obligataires, en euros. Du coup, sur le fonds que nous conseillons, qui est le fonds Origine, géré par la société de gestion Autingre, nous avons, avec Autingre, maintenu la vie moyenne du portefeuille relativement élevée, ce qui permet de bénéficier des taux longs qui sont largement supérieurs aux taux courts. Et on a légèrement augmenté, comme vous voyez sur les bâtonnets rouges, la part de high yield, c'est-à-dire de haut rendement, donc des signatures inférieures à triple B,
qui reste tout à fois modeste, puisqu'on est aux alentours de 12-13%, compte tenu justement de la bonne qualité des résultats des entreprises. Alors, nos anticipations pour cette fin d'année, la Réserve fédérale, donc américaine, la Banque centrale américaine, conserve une marge de manœuvre relativement importante pour baisser ses taux, puisqu'elle a des taux qui sont encore à 4% sur les taux de dépôt et une inflation qui est à 3%. Donc, il y a une marge pour baisser les taux, mais comme le dit Jérôme Powell, le brouillard actuel à la fois sur les droits de douane et sur la politique budgétaire aux États-Unis, plus l'absence de données liées au shutdown, puisque les services qui sont chargés de produire ces données ne fonctionnent pas, fait que ça ne crée pas une situation facile pour la Fed pour effectuer cette baisse des taux rapidement. La solidité également de la croissance dans la zone euro, même si ça reste une croissance molle, parce qu'aux alentours de 1%, on ne peut pas considérer que c'est une forte croissance, mais enfin, c'est moins pire qu'attendu. Cela réduit aussi la pression sur la BCE pour poursuivre ces baisses des taux de manière rapide. Et donc, globalement, ces incertitudes qui entourent les politiques budgétaires des États et qui sont assez fortes, les débats à l'Assemblée en France qui sont parfois d'une grande médiocrité, n'incitent pas à la confiance sur la politique budgétaire. Et donc, les entreprises, avec leurs finances mieux tenues, restent un support d'investissement plus attrayant pour les investisseurs. Donc, les spreads de crédit, même s'ils sont déjà très faibles, n'ont pas véritablement raison de s'accroître sensiblement dans les semaines qui viennent. Très bien. Écoutez, merci Philippe pour ces éclaircissements. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis on vous dit au mois prochain avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.